Bonsoir à tous, bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 17 février. Dans notre département, des conducteurs de transport scolaire ont été contrôlés positifs à l'usage de stupéfiants et d'alcoolémie. Des contrôles mis en place suite à l'accident mortel survenu le 30 janvier à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire, alors que le chauffeur du car scolaire conduisait sous l'emprise de produits stupéfiants. À la demande du ministre de l'Intérieur, les contrôles ont été multipliés en ciblant particulièrement les transports scolaires. Pour aller plus loin, on écoute Laurent Casanova de Force ouvrière Transport 13. Il est au micro de Manuel Danlois. Dans la France, je crois qu'il y a eu plus de 9000 contrôles et on en est à un taux de positivité qui est à 0,00 quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est, je vous le disais, au cœur du métier. Les conducteurs n'ont pas attendu qu'il y ait ce drame, mais ils sont sensibilisés, ils sont mobilisés là-dessus. Et je crois que les entreprises aussi, puisque les règlements intérieurs d'entreprise prévoient ce type de contrôle et les conducteurs en ont l'habitude. Si on est en conduite en état d'ivresse, le bus ne démarre pas, c'est ça ? Voilà, le bus ne démarre pas, ça c'est pour les autocars. Donc beaucoup de transports scolaires, où ça c'est déjà en place depuis un bon moment. Et sur le transport urbain, les véhicules n'en sont pas équipés d'origine, donc il y a ce type de contrôle au dépôt. Tout le monde, on est unanime, la profession est unanime à dire que si tu prends ton volant, il faut pas que tu aies bu d'alcool ou que tu aies pris des stupéfiants, quoi. Ça paraît d'une logique implacable. Il faut continuer à lutter pour ça et peut-être, je disais tout à l'heure, dans les autocars, des kilomètres de blocage existent. Pourquoi pas envisager avec les constructeurs des bus aussi urbains qui soient fabriqués de la sorte, et que ça puisse pas démarrer tout simplement. Allez, direction Aix-en-Provence où un parking sème la zizanie entre la métropole, la commune et les habitants d'une résidence. Il s'agit du parking Méjeanne situé juste derrière la gare routière. Plus de 1400 places de stationnement dont 640 sont réservées aux habitants de l'Esplanade de l'Arche, la résidence voisine. Or, pour des raisons de sécurité, la mairie vient de prendre un arrêté de fermeture du parking. Des travaux sont nécessaires afin de mettre le lieu en conformité. Conséquence, les usagers doivent trouver d'autres places de stationnement. Et dans ce secteur, se garer est quasiment mission impossible. On écoute le président de l'une des copropriétés de la résidence de l'Esplanade de l'Arche. Il est au micro de Michel Montagne. Je vous laisse imaginer une maman célibataire avec 2 enfants qui a de grosses responsabilités professionnelles et un chien qui fait des courses, qui balade un chien, qui doit s'occuper de la famille. Je suis sortie hier, je ne pouvais plus rentrer. À minuit, je suis rentrée, il n'y avait plus de parking. Donc j'ai dû me garer quelque part, mal d'ailleurs. J'ai eu une prune ce matin, ça y est, ça commence. C'est très pénalisant, d'autant plus que c'est finalement soudain. On est en train de faire des études pour faire des travaux, donc on va engager des travaux. On aurait pu attendre que ces travaux commencent et se fassent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on est très pénalisé. Moi j'ai une canne, je marche difficilement et ma voiture m'est indispensable. Ça fait que je ne peux plus faire de voiture, je ne peux plus aller voir mes enfants, je ne peux plus. Donc je vais me terrer ici. J'ai un emplacement de parking où stationne la personne qui vient me chercher pour aller voir ma femme qui est hospitalisée. Et puis là, il y a impossibilité, elle ne peut plus se garer dans le quartier, quoi. Ça pose un problème sérieux. Voilà. Donc vous ne pouvez plus aller voir votre femme, en tout cas ça complique. Ça complique sérieusement, parce que s'il se gare à 500 mètres le temps qu'il arrive, etc., oui, plus le risque de procès verbal en prime, il y a tout pour plaire, quoi. Des travaux, vous l'avez entendu, qui plongent les habitants, notamment les plus âgés, dans une colère et un désarroi profond. Les travaux devraient s'achever en avril. Offrir un bouquet de fleurs est-il dangereux pour la santé ? Une étude de l'UFC Que Choisir alerte sur la présence massive de pesticides sur les fleurs coupées, dont des cancérogènes et des perturbateurs endocriniens, avec des risques accrus pour ceux qui les manipulent au quotidien. Qu'en pensent les fleuristes à Marseille-sur-le-Vieux-Port ? On les écoute au micro de Rémi Reponti. Il faut bien sûr lutter contre ça, et nous, c'est pour ça que nous privilégions les fleurs du Var, comme vous voyez, Ortie Sud. Et ce qui permet d'avoir des fleurs de producteurs qui sont récoltées en serre, mais qui sont bien sûr beaucoup plus naturelles, beaucoup moins de transport, beaucoup moins de frigo. Voilà, donc vous avez des belles fleurs fraîches comme je viens de le faire là. Alors je ne sais pas si ça vient de Hollande, d'Espagne ou d'Italie, ces plantes-là, ces fleurs. Parce que j'ai vu qu'il y a la fille d'une fleuriste qui est décédée aussi. Alors ça vous inquiète ? Un peu quand même.
Oui. Un cas dans la France. Ça y est, c'est la révolution. Non, voilà, c'est n'importe quoi, ça va faire encore du mal au commerce. Nous, on crée absolument rien. Ça fait 30 ans que je manipule les fleurs. 30 ans, il m'est rien arrivé. Hein. Et j'ai mes grands-parents, mes arrière-grands-parents qui étaient fleuristes, il nous est jamais rien arrivé. Alors peut-être qu'il n'y avait pas des insecticides, mais il faudrait voir peut-être les producteurs s'ils sont en danger. L'UFC Que Choisir appelle les autorités à élargir leurs recherches afin d'évaluer également les risques pour les consommateurs. Des températures plus douces l'après-midi, des journées qui s'allongent. Le printemps arrive à grands pas dans notre département. Le ciel devrait être généralement nuageux avec des vents légers cette semaine, mais pas de pluie à l'horizon. On écoute Paul Marquis, expert de la météo du 13. Il répond aux questions de Noria Boussena. Voilà, on s'habitue effectivement à des mois de février qui sont vraiment très printaniers, parfois plus doux que les mois de mars. Donc c'est une conséquence directe du réchauffement climatique. On sait qu'en février, on a forcément 10 ou 15 jours de grande douceur digne du printemps pour souvent avoir froid effectivement en mars. Donc nos températures, on aura régulièrement entre 6 et 12 le matin, cette semaine entre 13 et 16, voire 14 à 18 la semaine prochaine. Donc c'est 4 à 5 degrés au-dessus de moyenne de saison. Donc voilà, c'est un temps vraiment très printanier qui nous attend, même si ce ne sera pas forcément beau ni grand soleil. On n'aura pas du tout de froid, on aura vraiment de la grande douceur peut-être jusqu'à la fin du mois. Ouais. Là, cette année, on s'attend à un nouveau coup de froid, potentiellement plutôt fin mars, début avril, puisque le vortex polaire qui régit un peu la météo en Europe risque effectivement de se dissoudre à partir de la fin mars. Donc, potentiellement des épisodes de froid, effectivement, entre fin mars, début avril, avec des gelées tardives, malheureusement destructrices pour l'agriculture. Donc, il faudra surveiller, effectivement, le début du mois d'avril, on pourra de nouveau avoir des coups de froid et des gelées tardives. Ces conditions printanières, bien que bénéfiques à la nature, entraînent également une forte augmentation du pollen. Près de 30 départements sont placés en vigilance rouge en raison des risques élevés d'allergies, dont notre département. Le pape François, hospitalisé depuis vendredi à Rome, affiche un tableau clinique complexe. C'est ce qu'a annoncé le Vatican aujourd'hui, laissant entendre que l'hospitalisation du pape, âgé de 88 ans, devrait se prolonger. Les résultats des examens effectués ont démontré une infection polymicrobienne des voies respiratoires, selon son bulletin de santé. Allez, direction Marseille, aux petits soins pour Notre-Dame de la Garde. À l'appel de l'association Un déchet par jour, les Marseillais sont venus nombreux ramasser les déchets sur la plus haute colline du centre-ville. Hier après-midi, l'opération Love ta bonne mère incitait à un engagement citoyen et éco-responsable. Reportage Rémi Reponti. Pour les zones de ramassage, n'hésitez pas à aller sur l'esplanade et à monter et aller du côté de Vauban. Avec son mégaphone, la responsable événementielle de l'association Un déchet par jour, Natacha Grimaldi, guide la troupe des volontaires. Le but, c'est de rassembler donc les amoureux de Marseille pour qu'ils déclarent leur flamme à la ville par l'acte de ramasser, parce que finalement, on aime prendre soin de notre ville et quoi de mieux que de lui dire tout notre amour par ce geste. Le site est vraiment magnifique et puis en plus très fréquenté, donc c'est nous permettre aussi de toucher un maximum de personnes qui ne seraient pas forcément intéressées par ce genre d'action. Armés de gants, de longues pinces et de sacs poubelles, les quelques 200 participants s'éparpillent sur les coteaux de la colline de la Garde. Je ramasse des mégots de cigarettes qui ont été jetés autour de la cathédrale Notre-Dame et aussi des débris de verre, donc des bouteilles de bière principalement, là, de ce que je peux observer. Il y en a beaucoup ? Ouais, et ça se répand en milliers d'éclats, donc c'est un travail très minutieux à récupérer. C'est quoi qui vous motive là aujourd'hui ? C'est vraiment de le faire avec ma fille déjà, et puis c'est important de se rendre compte que on ne peut pas jeter les trucs n'importe comment. Parce qu'il y a tout le monde qui en jette par terre et ça, du coup, c'est pas très bien. Du coup, c'est pour ça qu'on les ramasse. Et vous avez trouvé un caleçon ? Oui, il était accroché au grillage. Donc je l'ai pris. Et je cherche un sac pour le mettre. Mais mes collègues doivent avoir des sacs pour mettre ce type de déchets. Bénévole de l'association Un déchet par jour, Younes récupère et trie les déchets ramassés. Donc mes collègues ils font un premier tri des déchets, métal, carton, plastique. Et après ça vient chez nous derrière. On trie derrière par le plastique recyclable et non recyclable. Et après derrière on a la partie bouteille. On fait le compter toutes les bouteilles par marque. Pour cette 9e édition de l'opération Love ta bonne mère, 130 kg de déchets ont été collectés, dont 10 000 mégots.
Le mieux, c'est encore de ne rien jeter par terre, d'autant plus que les déchets attirent les nuisibles. Et justement, c'est ce que veut éviter à tout prix la ville de Marignane qui indique dans un communiqué que des dispositifs de prévention vont être renforcés, tout comme le développement de la vidéoprotection et l'intensification des verbalisations pour lutter contre les déchets urbains qui favorisent la présence des rats, notamment dans le centre-ville. Allez, on ouvre une page sport. En football, retour sur la très belle victoire de l'OM 5-1 samedi dans un vélodrome record avec 66 199 spectateurs. On tient là la plus grosse affluence de toute l'histoire pour un match de l'OM à domicile. Les Olympiens consolident leur deuxième au classement de la Ligue 1 avec ce troisième succès consécutif. On retrouve la zone mixte Maritima préparée par Karim Attab. Ouais, ça fait partie de notre jeu de directement à la perte du ballon aller les chercher pour qu'ils touchent le moins de ballons possible, parce que c'est à nous c'est notre jeu d'avoir le ballon, c'est pas à eux, donc ça fait partie du travail qu'on fait à l'entraînement de directement à la perte du ballon les agresser pour pas qu'ils puissent jouer et que nous on récupère le ballon haut et qu'on continue à faire circuler le ballon après pour trouver les failles. Est-ce que tu peux nous raconter les deux buts, comment tu les as vécus, comment tu les as sentis, parce que ce sont deux buts différents mais qui techniquement et esthétiquement sont quand même pas mal, on va dire. Oui, le premier c'est on fait un pressing, un peu Pierre il me la met et Adri il m'ouvre l'espace parce qu'il fait l'appel, il attire le joueur, donc j'ai un angle pour tirer et ça finit au fond. Et le deuxième on fait un pressing et je pars seul au but et après je mets un petit piqué. C'est simple le foot, non ? Non, c'est pas simple. Après, franchement, aujourd'hui, on a pris énormément de plaisir. J'ai pris énormément de plaisir et on est très content parce que ce qu'on fait à l'entraînement la semaine, on l'envoie le week-end et ça paye. Tu sens la progression, là, avec aussi l'apport des recrues, parce que quand tu vois le match d'Amin Gouirik, Ismaël Benasser aussi, on a l'impression qu'il est là depuis longtemps. Tu sens, sans oublier tous les autres, bien sûr, mais tu sens que l'OM est en train de progresser, que vous sentez plus fort. Ça se voit. C'est une chose qu'on a parlé avec Amin, parce que c'était toujours contre lui qu'on a joué, on s'est battu beaucoup, mais maintenant c'est le moment de le profiter, même à Isma, même à Deda, on l'a dit, oui, à Mar. Mais oui, je suis content pour eux et ils nous ont monté le niveau, tous les joueurs, les nouveaux. Bien sûr, comme je dis, c'est des plus qu'encourageant. Après, franchement, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, le staff, les joueurs. Et franchement, on est comme une famille et je pense que ça se ressent sur le terrain. Prochain match pour les Olympiens, samedi à Auxerre, une revanche pour l'équipe de Roberto De Zerbi qui avait perdu le match aller à domicile 3-1 début novembre. Le MMA provençal était à l'honneur ce week-end. Samedi, l'événement Star Night a battu son plein au stadium de Vitrolles. 10 combats professionnels ont eu lieu devant 4000 personnes. De quoi mettre en avant les guerriers de notre département qui ont remporté de nombreuses victoires poussées par un public en folie. On écoute les combattants au micro de Flavio Noriga. La Star Night, c'est un événement où je suis invaincu. C'est ma deuxième ceinture. Et c'est un événement où je suis chez moi. Et c'est chez moi. Et je le prouverai encore. Et même si je perdrai, ça sera un combat de folie. Voilà, ce sera un combat où tout le public se lèvera. Très belle organisation. Et en fait, ça confirme notre travail. C'est ma première participation à la Star Night. Un grand merci à Momo Amara de me faire boxer. C'est à Vitrolles, à la maison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai ramené plus de 250 personnes. C'est juste fou, c'est un plaisir. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche et d'aller les retrouver. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. Cet événement, ça représente beaucoup pour moi parce que c'est l'un des plus gros dans la région, même en France. Voilà, comme je vous ai dit, le public qui a, ils ont mis le feu, la salle elle est pleine. Briller dans des événements comme ça fait plaisir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée et à demain.